La promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. La question était au centre d'une journée de plaidoyer initiée par la plateforme des jeunes. Plus de précisions dans ce journal. La fièvre typhoïde est une maladie qui se transmet par plusieurs voies. Selon les spécialistes, une alimentation malsaine est à l'origine de beaucoup de cas. Rendez-vous également dans cette édition. 19h30 sur ORTM 2, bonsoir et bienvenue. Quitus de la Cour constitutionnelle au projet de constitution soumis au référendum le 18 juin dernier. Ainsi, le oui l'emporte avec 96,91%. Je vous propose de suivre un extrait de Amadou Ousmane Touré, le président de la Cour constitutionnelle au micro de Mamari Koni. En ce qui concerne le recensement général des votes, le résultat obtenu est le suivant. Nombre d'inscrits, 8 463 084 invariables. Nombre de bureaux de vote, 24 697. Nombre de votants, 3 235 427. Nombre de bulletins nuls, 25 241. Suffrages valablement exprimés, 3 210 186. Taux de participation globale, 38,23%. Pour le oui, 3 110 877, soit 96,91%. Non, pour le non, voix 99 309, soit 3,09%. Total, nous avons donc 3 210 186 pour avoir les 100%. Considérant que de ce résultat, il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Article 2 dit que le présent arrêt sera immédiatement notifié au président de la transition, chef de l'État. Article 3 dit que la mention de la présente proclamation sera faite dans l'acte de promulgation de la nouvelle constitution. Article 4 ordonne la publication du présent arrêt au journal officiel du Mali. Je vous le disais à l'instant, la santé maternelle et infantile est une question prioritaire au Mali. C'est pourquoi la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre a initié une journée de plaidoyer en faveur de la loi relative à la santé de la reproduction. Mamoutou Dante. Elles étaient toutes au rendez-vous, les associations féminines et les jeunes filles leaders pour être témoins de la journée de plaidoyer pour l'adaptation de la loi 0D044 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction aux besoins spécifiques des jeunes filles au Mali. Initiée par la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur les genres, la journée vise à donner plus d'arguments aux décideurs sur l'insuffisance de la loi 0D044 en vue d'une éventuelle réadaptation. Nous avons constaté que le droit des jeunes filles n'est pas spécifiquement pris en compte. C'est pourquoi nous avons initié ce projet de plaidoyer pour l'adaptation de la loi, c'est-à-dire une révision de cette loi. Et lors de cette révision, la recommandation que nous avons donnée, c'est une prise en charge globale des adolescents et des jeunes dans certains articles de la loi. Et également la prise en compte de certaines définitions
qui ne figurent pas dans la loi. Cette journée a permis aux participantes d'échanger sur les causes et difficultés liées à la santé de la reproduction. Il s'agit aussi de sensibiliser les jeunes filles sur la loi relative à la santé de la reproduction et l'influence des pesanteurs sociales. Les adolescents et jeunes sont liés aux accidents de la voie publique, la malnutrition, les IST, VIH, SIDA, les grossesses non désirées, l'avortement non sécurisé. Ces jeunes n'ont pas accès aux soins concernant la santé de la reproduction. Donc si ces jeunes sont engagés pour prévenir ces problèmes liés à leur santé, l'ONASR ne fait que les accompagner. Aujourd'hui, nous savons que la santé des jeunes est une question transversale, qui n'est pas seulement dédiée au ministère de la Santé. Parce que c'est vrai que tout ce que le ministère de la Santé peut faire, tout ce que les autres départements peuvent faire en matière de ce plaidoyer, les bénéficiaires, c'est nous. Donc il est important pour nous de porter haut leur voix pour que le plaidoyer se fasse de la manière dont il se doit. Les documents sur les recommandations de l'adaptation de la loi 02044 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction a été remis à l'Office national de la santé pour une meilleure appropriation en vue d'un changement harmonieux. Selon les spécialistes, la fièvre typhoïde tue chaque année des milliers de personnes sur le continent. Elle se transmet par les eaux souillées ou d'aliments contaminés par des sels ou des sécrétions des personnes infectées. La maladie est fréquente dans les régions où les conditions de salubrité et d'hygiène sont rudimentaires. S'agissant du traitement, elle est bien possible sans séquelles si l'on s'y prend à temps. Sabine Keita. La fièvre typhoïde est une maladie mortelle qui sévit en Afrique. D'après l'OMS, elle affecte chaque année 11 à 20 millions de personnes dans le monde et entraîne la mort de plus de 160 000 personnes. Le risque est élevé dans la population n'ayant pas accès à l'eau potable et à des services d'assainissement. Les signes de la maladie peuvent être légers ou graves pendant des semaines. C'est une maladie du péril fécal. C'est lié au danger des selles. Vous aurez des maux de tête, céphalées, des insomnies, des vomissements. Souvent, le nez peut saigner. Et le dernier stade, vous perdez un peu le contact avec les gens. C'est un peu comme si vous étiez enivré. La fièvre typhoïde se traite en fonction de l'évolution de la maladie. Si la prise en charge s'effectue très tôt, le mal peut se guérir sans laisser de séquelles. Sur le plan traitement curatif, c'est des antibiotiques. Il y a des vaccins. Le plus connu dont on parlait avant, on faisait ça surtout aux militaires qui vont dans des conditions peu hygiéniques sur les champs de bataille, dans leur mission. On faisait ça, c'est le TAB. Donné aujourd'hui un autre, le Tifim V. Mais également, chez nous, il y a des populations qui sont à risque, qu'il faut vacciner, par exemple les gens qui ont la drépanocytose. Le spécialiste prodigue des conseils à l'endroit de la population. Bon, le plus gros conseil d'abord, c'est d'éviter de faire les selles dehors. Il faut se laver les mains. Il faut cuire les aliments. Ceux qu'on veut manger crus, il faut les laver avec de l'eau de javel. Pour rappel, la fièvre typhoïde tue. Comme toute autre maladie, la consultation précoce doit être de mise. Sur un tout autre sujet, l'entretien d'embauche est une étape importante du processus de recrutement. Dans certains cas, il est important en ce sens qu'il pourrait être un moyen pour l'employeur de se faire une idée du niveau réel du demandeur d'emploi. Pour réussir cet exercice, le demandeur doit disposer de certaines qualités tout en évitant certaines erreurs. Lala Djaharatouri. Un entretien d'embauche est un exercice oral auquel se prête un demandeur d'emploi. Cet exercice est nécessaire dans la mesure où il permet à l'employeur de jauger approximativement le niveau du demandeur d'emploi. Cependant, le demandeur d'emploi doit avoir certaines qualités pour faire bonne impression à la première prise de contact. Il faut toujours préparer un entretien d'embauche. Le recruté doit se présenter à temps au lieu d'entretien d'embauche. Il doit mettre l'accent sur son apparence. Et le dernier aspect, il est très dangereux d'aller en entretien dans une entreprise et ne rien savoir sur l'entreprise. Contrairement à certaines idées reçues, les difficultés d'expression ne constituent pas un obstacle majeur à la réussite de l'entretien d'embauche. On peut ne pas avoir les verbes faciles.
mais il faut se donner le temps de s'exprimer. Même les difficultés que nous avons, les problèmes d'articulation des verbes que nous avons, ça peut constituer réellement un handicap, mais naturellement, il y a des aspects en nous, si nous arrivons vraiment à les capitaliser ce jour, on peut arriver à surmonter ces difficultés d'expression. Il faut surtout garder son sang-froid et ne pas se laisser impressionner par la posture de force de l'employeur au risque de signer à la hâte un contrat qui serait à son désavantage. Des techniques que généralement beaucoup d'employeurs utilisent pour mettre la pression. Beaucoup de gens ont souvent de profil, ils sont très talentueux. Mais le contexte est tel que les gens sont obligés souvent de se soumettre à ces genres de pratiques. Les employeurs devaient quand même avoir ce qu'on appelle la notion de l'éthique. Un travailleur, en le recrutant dans les meilleures conditions, c'est votre entreprise qui serait dans les meilleures conditions. La qualité du recrutement est un facteur important dans l'atteinte des objectifs d'une entreprise. De ce fait, un accent particulier doit être mis sur le bon déroulement de l'entretien d'embauche, qui lui aussi est une étape clé du processus de recrutement. Klaxonner dans la circulation peut paraître un geste anodin. Pourtant, il est réglementé par le code de la route, chose que beaucoup de conducteurs ignorent. Certains d'entre eux s'y adonnent à cœur joie, une situation non reluisante aux grandes dames des autres usagers. Salim Traoré. Dans la circulation, les klaxons sont souvent des regards entre les usagers de la route. Pourtant, cette action est parfois déconseillée par les règles du code de la route. Il y a des moments, quand ils klaxonnent, surtout le gros camion, souvent ça effraie. Moi-même, j'ai vu un camion qui venait, qui a klaxonné. La femme était avec ses enfants. Ils sont tombés. La femme a eu la jambe cassée. L'enfant a eu le bras cassé. Les conducteurs de Sotrama qui sont les plus indexés soutiennent leurs actions par le comportement de certains motocyclistes. Parfois difficile de comprendre les motocyclistes. On a l'impression souvent qu'ils n'attendent pas le klaxon. Raison pour laquelle nous appuyons fort pour que ce soit plus audible. Ils doivent savoir que la voiture réserve souvent des surprises aux conducteurs. Les klaxons sous forme de chansons, c'est pas bon. Les klaxons, c'est pour prévenir quelqu'un et non pour l'embrouiller. Je pense que le problème véritable, c'est la méconnaissance du code de la route par les jeunes. Pour ces chauffeurs de mototaxis, le klaxon permet d'attirer l'attention des clients. Alors, ils s'imaginent mal conduire sans cela. Nous faisons des klaxons pour que les clients puissent nous voir. Lorsqu'on roule vite, ils ne peuvent pas nous apercevoir. C'est ce qui ne plaît pas trop aux conducteurs de Sotrama. Ils pensent qu'on enlève leurs clients. Même si le geste peut paraître dérangeant, force est de constater qu'il sauve souvent des vies. Et le code de la route est clair quant à son utilisation. Il revient alors aux usagers de la route de respecter les règles établies en la matière. Dénicher des jeunes doués de talent naturel en leur donnant la chance de confirmer leur carrière de football. C'est l'objectif assigné au centre d'apprentissage de football. En règle générale, le nombre d'apprenants augmente pendant les vacances scolaires. L'une de nos équipes s'est rendue cette année dans un centre pour s'enquérir du fonctionnement. Idrissa Bagayogo. Depuis quelques années, le football est devenu la passion de la plupart des jeunes Maliens qui veulent être des footballeurs professionnels. Une activité sportive bénéfique et rentable, c'est pourquoi les centres de formation sont pris d'assaut, surtout pendant les vacances, par les amateurs de ce sport, afin de mieux exercer ce métier. Nous sommes au centre Massiré de Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako. Nous sommes là tous les jours, du lundi jusqu'au samedi. C'est le dimanche seulement qu'on ne fait pas d'entraînement, c'est le jour de notre repos. Mon objectif est de devenir footballeur dans les jours à venir pour satisfaire mes besoins et dans la famille aussi. La formation des joueurs amateurs demande du temps et de l'espace selon les dirigeants de ces centres. C'est ainsi que pendant les 3 mois de vacances,
Ils sont confrontés au manque de joueurs dû à d'énormes causes. À peine les vacances, il y a des parents qui préfèrent envoyer leurs enfants à d'autres occupations que le football, telles que dans les garages et les ateliers de couture. Nous avons besoin de ces jeunes dans nos centres de formation pour les compétitions à venir et surtout en cette période de vacances. Vraiment, on a des difficultés à avoir les enfants à notre niveau. Il y a trop de coupes pour mettre les jeunes au pied. Vu l'ambition des tout-petits et leur amour pour le football, les parents amènent quotidiennement leurs enfants au terrain. J'amène mes enfants au centre de formation car j'aime beaucoup le football, tout comme ma maman assise là à mes côtés. Vacances ou périodes scolaires, mes enfants sont là presque tout le temps. Je les amène le matin et les attendre jusqu'à ce qu'ils terminent. L'appel que nous avons pour les parents est de prendre en compte la formation des enfants, car le football est un tout autre métier bon à apprendre et qui n'a aucun inconvénient sur les études des jeunes. Bien au contraire, le football permet de développer l'intelligence des tout-petits et de les maintenir en bonne santé. Le football est un sport qui permet d'éduquer et de former selon nos interlocuteurs. C'est pourquoi il exhorte les parents à inscrire les enfants dans les centres de formation durant les 3 mois de vacances. Cette nouvelle sportive avant de boucler ce journal, bonne nouvelle en provenance de Tunisie. Les moins de 16 ans, filles du Mali, se sont qualifiées pour la finale en disposant des Tunisiens 87-53. Le Mali s'offre sa 8e finale l'affilée dans cette épreuve. Les Aiglonnés à l'assaut d'une 8e consécration. Ce dimanche en finale, le Mali croisera l'Égypte. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.